Imagine, tu es un développeur, data engineer, data scientist, back-end, front-end, DevOps. Tu as 3 ans d'expérience. Tu te fais contacter par une entreprise américaine. Tu es basé en France, par exemple, Nantes. Et tu te fais contacter par une entreprise américaine vraiment par hasard, genre Google. En plus, il te propose un poste intéressant. Tu es curieux, tu dis why not et tu passes les entretiens. Ça te prend quelques heures à préparer les entretiens, ça te prend quelques heures aussi à les passer. Et paf, tu réussis les entretiens. Putain, c'est dingue. Google te fait une offre, plus de 250 000 $. Alors que toi, t'es à Nantes et que t'es à 45 ou 40 000 €. Et oui, ces 250 000 $ sont juste pour toi. Juste pour faire ton boulot imaginons, back-end ou data engineer. T'y crois pas, t'hallucines. Et ce poste est basé à New York. Donc tu vas bouger à New York. Tu vas déménager à New York. Et honnêtement, t'y crois pas parce que t'es français, tu te dis waouh, tu comprends pas cette différence. Et cette différence est possible aux États-Unis et au Canada. Mais on va pas se mentir, surtout aux États-Unis. Salut, c'est Willis pour Data from Scratch. On va parler des vraies choses. On va parler de l'argent, on va parler du cash, on va parler de flouze. On va parler de la vérité sur les salaires en Amérique du Nord, que ce soit au Canada et aux États-Unis. Pourquoi ces salaires sont si gros, comment atteindre ces salaires, et puis je vais te dire aussi comment avoir les mêmes salaires en France ou dans d'autres destinations en Europe, parce que oui, c'est totalement possible. Mais avant de dire les termes sur les salaires, je vais te demander 4 actions. Tu t'abonnes, tu mets un like à la vidéo, tu mets la cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir, et mon cadeau gratuit que tu trouveras en description. Dans ce cadeau gratuit, justement, je te donne toutes les informations pour devenir un data engineer, data scientist ou data analyst de top level. Je te parle des technologies, de projets personnels pour justement concrétiser les technologies que tu viens d'apprendre et de plein d'autres choses, comme justement des salaires. Tu trouveras tout ça en description, justement, on va choper ça, ce cadeau n'attend que toi. Donc oui, là je t'ai donné un exemple d'un développeur quelconque qui passe de 40 000 € à 250 000 $. Et crois-moi, c'est totalement possible. Oui, justement, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi les salaires aux US et au Canada sont si élevés. Bon, comme je te l'ai dit, c'est surtout aux US, mais au Canada, on a un peu ce genre d'entreprise aussi. Et on va commencer d'abord par les opportunités de travail aux États-Unis et au Canada. Avec des packages à 130, 150, 200 000 $ au Canada. Donc là, je te parlais de dollars canadiens. Et aux États-Unis, ça peut commencer à 100 000. Ça peut aller franchement à l'infini, à 500 000, 600 000, 700 000. Donc voilà des très très gros salaires. Mais honnêtement, en Amérique du Nord, si tu veux avoir des gros salaires, je te conseille de te focuser sur les big tech. Donc en anglais on appelle ça les FANG, en français c'est les GAFA. Mais globalement c'est Google, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft et consorts. Avec des salaires de junior chez Google à près de 180 000 $ US. Et même intermédiaire, on est à près de 300 000. On est à 275 000 $ US. Donc les opportunités en Big Tech, même si là, cette année, effectivement, en 2023, ça a été le roller coaster, ça a été plus compliqué. Tout ça n'est qu'un cycle. Et ces opportunités, que ce soit chez Google ou même chez SpaceX ou chez OpenAI, parce que oui, OpenAI recrute aussi, ils sont en Californie, les salaires sont tout aussi élevés. Et s'ils ne recrutent pas tout de suite, ils vont recruter dans 6 mois. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Parce que comme je le dis, tout ça n'est qu'un cycle. Tu as des cycles qui vont comme ça et tu as des cycles qui vont comme ça, tout simplement. En termes de CV et de compétences demandées, tu dois te dire qu'il faut sortir d'Harvard, qu'il faut avoir fait le MIT ou consort. Pas forcément. Ça dépend, mais généralement en Amérique du Nord, les compagnies, les entreprises sont moins exigeantes en termes de diplôme. La majorité des développeurs ont des bachelors, c'est-à-dire un bac plus 3. Et oui, le bac plus 3 est assez commun pour être dans les techs, pour être informaticien, pour être développeur et bien gagner sa vie. Et puis les entreprises, je sais pas, Airbnb, Google, etc. La plupart du temps ne demandent pas une compétence précise, genre faire du Python, tel module de Python. Ils vont garder des compétences globales. Et pour passer un entretien chez Airbnb, le gars m'a dit quel langage de programmation tu fais. Moi je lui ai dit que je fais surtout du Python. Et je lui ai demandé si ça posait problème. Il m'a dit non. Même si chez Airbnb, en tant que data engineer, ils font pas mal de Scala, c'est pas grave. Tu sais faire du Python, tu es capable d'apprendre. Donc voilà. Ils m'auraient recruté et j'aurais fait du Scala, j'aurais appris sur le tas. Et c'est un peu souvent la philosophie des entreprises américaines. Parce qu'ils veulent tester le core knowledge, tes connaissances cœur. Et donc justement, comment étaient ces compétences cœur avec l'entretien? Et c'est justement là que ça se gâte. Parce que c'est l'horreur, les entretiens en Amérique du Nord pour ces entreprises. Parce que oui, la sélection, elle se fait pas au niveau des diplômes, mais elle se fait à l'entretien. Et en fonction de ton expérience, ton niveau, que ce soit junior, intermédiaire, senior, expert, etc., lead, manager,
il se peut que tu passes de 3, 4, 5 entretiens, 8, 9, 10 entretiens. Pour avoir passé des entretiens chez Facebook, j'en ai passé je crois 8 ou 9 pour un poste de data engineer. Et c'est souvent assez classique de passer autant d'entretiens. Et tous ces entretiens sont très focus sur de la théorie. La plupart du temps, c'est vraiment de la théorie. Et justement, en tant que théorie, tu vas donc devoir bachoter et préparer tout ce qui est algorithme et structure de données. En anglais, c'est Algorithm and Data Structure. Et c'est véritablement l'élément central pour réussir à rentrer dans ces entreprises qui apportent beaucoup d'argent, enfin qui te permettent de gagner beaucoup d'argent. Et puis globalement en Amérique du Nord, la majorité des entreprises technologiques, ou même des entreprises tout courtes, font passer des entretiens assez compliqués où justement tu dois recracher ces data structures et algorithmes. Moi je t'avoue, je déteste, même si je connais les algorithmes quasiment par cœur et les structures de données quasiment par cœur, je déteste que je trouve que ça n'apporte pas de plus-value. Et je pense que tout le monde est d'accord dessus, ça n'apporte pas de plus-value de passer autant d'entretiens, mais ça fait partie du jeu. Et donc tu devras passer des dizaines voire des centaines d'heures à préparer ces entretiens sur par exemple des sites comme LeetCode ou HackerRank, ou comme avec des livres comme Cracking the Coding Interview, qui encore une fois comme son nom l'indique, te permettent de réussir à passer les entretiens techniques. Donc ça c'est vraiment la pierre angulaire du monde technologique en Amérique du Nord, c'est l'entretien technique. Bon ok, t'as passé 5, 6, 10, 12 entretiens pour Google. Et puis dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que à partir du niveau senior, tu vas avoir des entretiens techniques mais de type architecture. Donc tu vas devoir en 1 heure présenter une architecture sur ton domaine de prédilection. Par exemple, moi je suis data engineer, je vais devoir créer de A à Z une architecture de data engineer pour en gérer les données, les transformer, les stocker, monitorer le tout, répondre à besoins business, etc. etc. Donc c'est vraiment un théâtre, c'est du théâtre dans lequel ton interlocuteur va te poser des questions et toi tu devras répondre. Expliquer ta réponse et il va aller creuser de plus en plus profond dans la réalisation de ton architecture. Ça c'est souvent à partir du niveau senior. Donc tu vois, les entretiens c'est vraiment difficile, c'est vraiment l'horreur. Honnêtement c'est l'horreur. Bref, tu as réussi ces 4, 6, 8, 10 entretiens à faire chez Google. Super, tu as une offre, tu as réussi. Bravo à toi. Maintenant, quand tu as une offre en Amérique du Nord, quelque chose qui est très important, c'est négocier ton offre. Donc négocier ton salaire, négocier les différentes choses qui composent ton offre. Quand tu as une offre, tu as le choix de faire quoi finalement? Comme je te disais, de négocier, tu as le choix de la refuser parce qu'elle ne t'intéresse pas. Peut-être que tu as autre chose et que ça finalement ça ne t'intéressait plus. Et tu peux juste l'accepter, tout simplement sans négocier. Mais moi, je préfère toujours parler de la négociation parce que ça, c'est vraiment important. Et pour négocier, tu dois faire des recherches. Tu vas faire des recherches sur Blind, sur Glassdoor, sur Levels, afin de connaître la moyenne des salaires dans l'entreprise qui te fait l'offre et pour bien t'ajuster. Et justement, dans l'offre, ne te focus pas uniquement sur le salaire parce que justement, par la suite, je vais te montrer comment se découpe une offre. Dernière chose concernant la négociation, sens-toi à l'aise de négocier. En Amérique du Nord, on négocie l'argent, c'est normal, on négocie les offres, c'est super important. Ça te permet de gagner 5 000, 10 000, 15 000 $ de plus et crois-moi, c'est super important, ça te sera toujours utile. Et dernière chose, il peut être intéressant de passer plein d'entretiens en même temps pour pouvoir justement avoir 2-3 offres pour utiliser les 2 offres sur 3 que tu as eues en tant qu'effet de levier. C'est pour moi le meilleur moyen de négocier son salaire au final. Ok, je te parle de salaire depuis tout à l'heure, mais c'est plus complexe que ça. Justement, on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail de ta rémunération en Amérique du Nord dans les big tech et dans les entreprises technologiques. Donc sur un package à 250 000 $, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas avoir un salaire annuel de 140 000 $ US. Donc ça, c'est vraiment ton salaire brut. Ensuite, tu peux avoir un bonus annuel qui peut représenter de 5 à 10 à 20% de ton salaire annuel. Là, on va dire que ça représente 10% de ton salaire annuel, donc c'est 14 000 $ que tu as en plus par an. Donc c'est souvent basé sur tes performances personnelles et les performances de l'entreprise. Tu peux aussi avoir un bonus à la signature. Et ce bonus, voilà, là tu as eu 40 000 $. Super. 40 000 $ en plus que tu vas avoir parce que tu as signé chez Google. Super. Et comme tu es un petit Français de Nantes, il te faut te relocaliser à New York et tu vas avoir un 25 000 $ qui va te permettre de déménager, qui sera par exemple compris dans ton package global. Donc ça va te permettre de payer le cargo de Nantes à New York, de te payer 2 mois par exemple d'appartement déjà payé à New York, et New York ça coûte très cher, de te payer l'avocat, de payer les permis de travail, bref, tout ça, ça va te permettre de payer ton installation. Et les entreprises en Amérique du Nord font souvent ça pour des profils qui sont recherchés. Et dernière chose à avoir dans ton package, c'est les perks, donc c'est les avantages.
C'est par exemple la salle de sport, c'est par exemple la cantine à toute heure. Ça peut être le médecin gratuit. Par exemple, chez Google, tu peux peut-être avoir un moins 50% sur les téléphones Google. Bref, plein de petits avantages intéressants qui, cumulés, vraiment te font gagner presque de l'argent. Donc ça fait toujours partie de ton package, qui n'est pas dans les 250 000 $, mais ça fait partie de ton package. Et dans les 250 000 $, tu as ce qu'on appelle l'équité, equity en anglais. Et l'equity, en fait, c'est que l'entreprise, donc Google, te donne une part de l'entreprise. Donc elle te donne des stock actions. Et elle te donne ça sous forme de RSU. Et en fait, une RSU, c'est des stock options qui vont être donnés en fonction d'une certaine période. Donc je m'explique. Les 55 000 $ que tu as en RSU vont être transférés en action Google, donc Alphabet. Et là, au moment où je te parle, l'action Alphabet, elle est, on va dire, à 140 $ l'action. Donc ça veut dire que c'est à peu près 392 actions Google qui vont être bloquées. Et ces actions vont être disponibles à des moments précis. En fonction de ton contrat et en fonction de l'entreprise, ça peut être tous les ans ou tous les 3 ans ou tous les 3 mois. Ça dépend de l'entreprise. Et donc imaginons que tu possèdes 392 actions à 140 $ l'unité à un moment T. Et dans un an, cette action fait 150 $. Cette action a pris de la valeur. Et toi, lorsqu'on va te la rendre disponible tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, tu auras gagné de la valeur, tu auras gagné un peu plus d'argent. En tout cas, dans les gros points, dans les grosses villes, dans les gros secteurs de l'industrie technologique, c'est le moyen ultime pour s'enrichir en fait. Tu ne deviens pas riche avec ton salaire, mais tu deviens riche par contre avec les stock options qui te sont libérés tous les X temps. Imaginons, tu es rentré chez Google en 2007 avec une action à 15 $ ou 10 $, je te dis vraiment un chiffre complètement aléatoire, et tu repars en 2021, en plein Covid, où les actions technologiques étaient complètement folles, à la fin du Covid, vraiment à la fin du Covid, genre je sais pas, un petit janvier 2021. Donc tu es resté toutes ces années chez Google, ton action a pris énormément de valeur, et là tu peux clairement dire que tu es millionnaire, voire plus. Donc là tu vois, on reprend mon exemple en tant que Nantais, le Nantais qui bouge à New York a vraiment un package énorme. Il part de 45 000 €, 40 000 €, puis il se retrouve avec une montagne d'argent comme ça en fait finalement. Et donc ça, je trouve ça dingue. Il y a finalement qu'en Amérique du Nord qu'on peut vraiment assez facilement voir ça. Bon, je te parle de RSU, tout ça, d'actions, mais ça marche si ton entreprise dans laquelle tu rentres est en bourse. Parce que c'est le fait que ce soit une entreprise publique, donc qu'elle soit en bourse, c'est là où ça va vraiment être intéressant. Ok, voilà, là on a parlé du package, c'était assez compliqué, mais j'espère que tu as compris. Donc voilà, tu as 3 ans d'expérience, tu viens de Nantes, tu vas à New York, c'est la big life. Bon, ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'à New York, la vie est extrêmement chère. Donc tes 140 000 $ de salaire quotidien, en tout cas annuel, pourrait s'avérer un peu limite. Et justement, qu'est-ce qui joue sur ce package? Pourquoi ce développeur a un aussi gros salaire? Et comment justement maximiser son salaire par rapport au coût de la vie? Parce que c'est souvent comme ça que les développeurs réfléchissent en Amérique du Nord. Bon, déjà, tu as le lieu de vie. Si jamais tu es à San Francisco, donc la Bay Area, donc on va dire la Californie et puis la Silicon Valley, si tu es à New York, si tu es à Seattle, si tu es dans le Texas, c'est des points chauds de technologie. Donc les salaires vont être vraiment élevés, mais le coût de la vie aussi. Au Canada, ça va être surtout Toronto et Vancouver. Le coût de la vie est assez élevé, surtout à Vancouver, puis Toronto, honnêtement, c'est déjà pas mal élevé. Mais ça va jouer sur ces villes si tu veux vraiment maximiser ton salaire. Mais attention, parce que justement, les salaires sont élevés parce que le coût de la vie est aussi élevé. À Montréal, là où je suis, c'est moins le cas. Le coût de la vie augmente, mais c'est pas non plus les prix de New York ou Toronto. Donc les salaires sont aussi élevés, mais forcément pas autant que Toronto, Vancouver, New York ou d'autres villes. Bien évidemment, qu'est-ce qui joue sur ce package? C'est la compétition. Tu as une compétition en termes d'entreprise. À New York, tu vas voir toutes les grosses entreprises du monde qui recherchent des développeurs de haut niveau, qui vont donc passer des tests techniques très compliqués, mais à la fin, tu auras une très belle récompense. Mais tu vas aussi avoir des développeurs qui vont être chauds, qui vont être très chauds, et qui vont passer plein d'entretiens, qui vont être capables de maximiser justement leur package en passant 4-5 entretiens en parallèle, et justement en jouant à faire les enchères, etc., etc., etc. Autre chose qui joue sur le salaire, c'est aussi le moment où tu arrives dans l'entreprise. Au moment où je fais cette vidéo, la tech est un peu down, mais bon, je suis convaincu que ça va revenir. Donc imaginons tu rentres au moment où l'entreprise est un peu down, un peu bas, les stocks que tu vas avoir vont être plutôt bas. Tu vas, au lieu d'avoir, je sais pas, 140 chez Google, tu auras peut-être des stocks à 120 ou 110, mettons. Maintenant, tu restes 2 ans et la stock elle passe à 200. Tu vois, tu as gagné vraiment pas mal de dollars, pas mal de dizaines de dollars en termes de stock. Si tu as plus de 300 stocks et tu revends tous ces stocks en partant,
très clairement, tu vas vraiment faire beaucoup d'argent. Et donc ça joue finalement le moment où tu rentres dans l'entreprise, parce que justement les stock options qui te seront disponibles petit à petit, moins elles valent cher au moment où tu rentres, plus ça peut être intéressant. Attention, c'est à double tranchant, je sais pas si tu as compris le principe, mais ça peut être double tranchant, puisqu'une stock peut monter, mais aussi elle peut descendre. Autre point qui joue sur la capacité à avoir un gros package, à générer de gros revenus, ce qui est un peu la philosophie américaine et nord-américaine, c'est comment les développeurs, comment les gens de la tech, les informaticiens sont vus dans l'entreprise. Tu as deux philosophies globalement. Les développeurs peuvent être vus comme des centres de coûts ou comme des créateurs de revenus. Souvent dans les domaines type technologique, comme chez Google, Shopify, Netflix, les développeurs sont vus comme des créateurs de revenus, donc sont payés extrêmement décemment, vraiment sont très bien payés. Alors que je sais pas, dans des domaines type finance, marketing, les développeurs peuvent être souvent vus comme des centres de coûts. Donc c'est un poste qui peut être mal vu, mal valorisé, donc avec des salaires un peu plus faibles ou beaucoup plus faibles. Donc là, je viens t'expliquer tous les éléments qui jouent sur ton package et comment en Amérique du Nord, les gens essaient de maximiser leur salaire. Puis c'est des grosses discussions sur une application qui s'appelle Blind, où justement les gens échangent, les gens partagent leur salaire, les gens partagent leurs avis. Et le tout est anonyme, donc vraiment ça maximise l'échange. Donc voilà, là je vais te parler de plein d'éléments, mais bon, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Parce que le coût de la vie dans ces villes est élevé, tu as aussi pas mal de pression forcément. C'est des projets à haut challenge, avec des grosses deadlines, avec des grosses technologies, donc est-ce que ça vaut le coup? Je pense que ça dépend des personnalités, mais je vais t'expliquer un peu la mentalité en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, être développeur, être software engineer, data engineer ou que sais-je, c'est prestigieux, c'est clairement prestigieux. Donc ça vaut le coup de tenter ta chance pour un Américain, parce qu'il va ressortir pas mal d'avantages, dont le prestige. Donc ça, c'est un premier point pourquoi les Américains sont intéressés par ces entreprises. Autre point, c'est aussi une culture de type FIRE, donc c'est-à-dire retraite anticipée. Oui, parce que le fait d'avoir un haut salaire et d'avoir des stocks, donc avoir des stock options, si tu es malin et si tu mets de côté et si tu vis en dessous de tes moyens, tu peux accélérer ta retraite, ta prise de retraite, en te créant un patrimoine financier. Et c'est une philosophie assez répandue dans le monde technologique en Amérique du Nord. En gros, c'est de faire un maximum d'argent pendant, 5 à 10 ans, tout mettre de côté, et puis après vivre de tes rentes et de tes stocks qui ont été placés de manière intelligente. Donc ça, c'est une autre raison de pourquoi les Canadiens et les Américains tentent ces entreprises technologiques. Autre point, c'est le coût de la vie au Canada et États-Unis. Oui, parce que le Canada, bien que j'en parle souvent, le coût de la vie devient de plus en plus élevé et ça devient n'importe quoi. Donc, en tant qu'individu ou si tu as ta famille, tu dois maximiser tes revenus le plus possible. Et pour maximiser tes revenus le plus possible, les postes technologiques, les entreprises technologiques sont vraiment la voie royale. Franchement, moi je repense à l'entretien que j'avais passé chez Netflix où on m'avait proposé 500 000 $. T'imagines 500 000 $, c'est énorme. Maintenant, si tu revois d'autres offres de chez Netflix, c'est même 550 000 $ pour un poste de data engineer senior pour faire du Spark, pour faire des choses que plein de gens connaissent. Bon, bien évidemment, les entretiens sont une purge, mais une fois que tu viens à bout des entretiens, honnêtement, ça peut vraiment te garantir une vie royale en Amérique du Nord. En tout cas, en Californie, parce que le poste est situé en Californie. Donc voilà, c'est intéressant à comprendre parce que d'un point de vue français, on ne comprend pas forcément tous les enjeux de travail dans des FANG, mais pour un Américain ou pour un Canadien, ça peut vraiment être un game changer. Bon, je t'ai parlé de la vision nord-américaine, de l'informatique, de la culture informatique, la culture financière, mais ces postes sont disponibles aussi en Europe. Et donc finalement, comment avoir les mêmes salaires, en tout cas des salaires équivalents en Europe? Alors bien qu'on passe à travers une crise, comme je dis, c'est une crise, donc c'est un cycle, il n'empêche que ces entreprises recherchent quand même des software engineers, des data engineers, etc. Donc je te dirais de focuser sur les entreprises qui favorisent le remote, faire du remote depuis la France, et ne pas hésiter à postuler dans des entreprises comme Meta, Snap, Shopify, Google, Datadog, Criteo, Microsoft, etc., etc., etc. Ce sont des entreprises qui ont comme cœur de valeur la technologie et qui vont donc valoriser les développeurs. En contrepartie, il y a de grandes chances que tu passes des entretiens énormes et super compliqués. Je te mets justement aussi une autre vidéo ici sur le processus de recrutement en Europe et comment maximiser justement la réussite de ces entretiens. Tu retrouveras plein de conseils dont je t'ai parlé dans cette vidéo, mais un peu plus approfondis, parce que j'avais pas le temps de tout te dire. Donc finalement, dans cette vidéo, je t'ai dit plein de choses concernant les salaires des développeurs, que ce soit au Canada
et États-Unis. J'espère que cette vidéo t'a motivé et t'a donné des informations sur pourquoi les salaires aux États-Unis sont aussi élevés. Autre détail que j'oublie, mais effectivement, les salaires sont élevés pour plein de choses que je t'ai dit dans la vidéo, mais aussi par rapport à la santé. On connaît en Amérique du Nord, même le Canada est un peu touché par ça, mais avoir un médecin, c'est super compliqué. Et en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, c'est super cher. Donc ça joue aussi sur les packages. Bref, j'arrête là parce que sinon je ne vais pas arrêter la vidéo, il y a plein d'informations encore à donner. Dis-moi en commentaire si ça te tenterait d'avoir ce type de salaire et justement ce genre d'opportunité. Et puis dis-moi si t'es déjà arrivé de passer d'entretien chez Fang, Facebook, Google, Meta, Amazon, etc. Bref, mets-le moi en commentaire, je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur tout ça. Bref, c'était Willis pour Data from Scratch, on se dit à la prochaine, bye.